Allez, on parle des marchés et de la conjoncture économique avec vous, Didier Saint-Georges, bonjour. Bonjour. Membre du comité d'investissement chez Carmignac. Demain, il y a le fameux conseil de défense en France, traditionnel, au cours duquel le gouvernement va se pencher sur cet éventuel troisième confinement du pays. Est-ce que cette perspective, comme le monde du commerce et le MEDEF le pensent, est-ce que ça vous inquiète, comme ça inquiète un peu le monde économique d'avoir encore un nouveau confinement ? Donc on veut parler uniquement de la France, là. Non, on parle de la France parce que ça intéresse tout le monde. Après, vous inquiétez pas, on parlera du reste. Oui, mais enfin, comme c'est une pandémie, je crois que là, ça vaut le coup de globaliser un petit peu quand même, parce que tout se passe pas mal. Je pense qu'il faut faire attention de ne pas être trop hypnotisé par ce qui se passe ici et demain. Il se passe des choses globalement. Moi, j'entends beaucoup de commentaires très négatifs concernant l'évolution de cette pandémie. Regardez aux États-Unis, où ils sont un petit peu en avance, hein, on sait pourquoi, le nombre de cas est en train de baisser, le nombre d'hospitalisations est en train de baisser, le nombre de décès est en train de baisser. Si on était encore à 3500 décès par jour la semaine dernière. La tendance s'est vraiment retournée. Alors, on sait que les vaccins ont été distribués à partir de mi-décembre et qu'eux n'ont pas les mêmes problèmes et contraintes qu'on a en Europe, mais ça nous donne quand même un petit peu un avant-goût de ce que peut être la tendance dans quelques mois. Donc, je ne sais pas ce qui va être décidé demain par le Conseil de défense, mais si on veut raisonner un petit peu en tendance, on a tort de voir que les prochains mois vont être difficiles. Déjà, il faut l'enjamber, déjà se positionner en se disant... Je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais en tout cas, c'est intéressant. C'est au discours, en disant finalement, arrêtez de regarder à la semaine ou sur le mois. Oui, d'une manière générale, je crois que c'est pas malsain. Alors, a fortiori, quand on se met du point de vue des marchés financiers, il est clair qu'eux auront tendance à essayer de voir un petit peu ce que sera la tendance ensuite. Alors, il y a plein d'autres sujets, hein. Il y a plein de courants croisés très complexes en ce moment, mais si on commence la discussion sur la question du Covid, bien avoir en tête quand même que tout n'est pas... annonciateur de mauvaises nouvelles. Vous savez que dans les prochains jours, il va y avoir des nouvelles aussi sur un nouveau vaccin, celui de Johnson & Johnson. Alors je ne sais pas si les chiffres seront convaincants en termes d'efficacité, sa faculté à être distribué, mais vous savez que c'est un vaccin qui, a priori, pourra être conservé à une température presque ambiante et qu'en plus de ça, ne nécessitera qu'une seule injection. Imaginez que le résultat soit positif, ce sera quelque chose également qui ira dans le bon sens. Donc ne voyons pas que du noir quand même. Oui, même si la question des variants, on ne se la posait pas il y a encore 2 mois. Oui, bien sûr. Et tout ça retarde la reprise et crée de nouvelles inconnues, de nouvelles incertitudes. Exactement. Ça crée des nouvelles incertitudes. Mais tout ça, est-ce que tout ça est pricé pour le coup par les marchés ? Est-ce que c'est cette reprise différée parce que la campagne de vaccination prend son temps, parce qu'il y a les variants ? Ça diffère de 1 trimestre, 2 trimestres, peut-être plus. La reprise, ça change un peu l'équation alors que les marchés sont chers quand même, ils sont bien valorisés. Oui, bien sûr. Alors, on va conclure peut-être sur les marchés à un moment donné, mais il n'y a pas non plus que la question du Covid pour les marchés, il y a également les plans de relance. Ouais. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a été la grande histoire de 2020 quand même, en réaction au plan de relance. Aux États-Unis, vous avez, on le sait tous, hein, vous avez cette espèce de deuxième vague, non pas de vaccin ou de pandémie, mais de soutien budgétaire, avec la grande question de savoir si l'administration Biden va pouvoir mettre autant d'argent sur la table qu'elle le souhaite. On ne le sait pas aujourd'hui, c'est très tôt, on est encore au mois de janvier, Joe Biden n'est même pas depuis une semaine dans son nouveau bureau, donc on ne le sait pas, mais vous avez là aussi une possibilité de relance économique hors norme, alors même que 2020 avait déjà été hors norme. Donc là aussi, on a quelque chose que les marchés peuvent être amenés à voir quand même comme étant un potentiel positif. Vous avez décidé de voir le verre d'eau à moitié plein ? Non, c'est parce que j'entends... Non, mais pourquoi pas d'ailleurs, hein. Non, mais c'est pas le voir à moitié plein, c'est simplement voir qu'il y a des courants croisés. C'est-à-dire qu'il y a ces problématiques, a fortiori en Europe, sur la pandémie, mais il y a également ces bonnes nouvelles dont je parlais. Et sur l'économie, vous avez l'impact des mesures de restriction de la mobilité qui sont négatives, mais vous avez aussi des plans de soutien macroéconomiques majeurs. Et je n'ai pas parlé de ce que l'on parle en permanence, et c'est peut-être pour ça qu'on finit par être lassé, on n'en parle plus, c'est le soutien des banques centrales qui demeure également très fort. Donc il y a des mouvements croisés dans tous les sens, tout n'est pas négatif. Et si on arrive à la question des marchés, il est vrai que eux
séquentiellement, je dirais, sont partis du mois de mars l'an dernier dans une terreur absolument totale. Et depuis un an presque maintenant, 10 mois, par rapport à ce point de départ, ont une succession de bonnes nouvelles. Et aujourd'hui, il est vrai que les marchés sont un petit peu à un niveau d'optimisme que j'avais rarement vu, moi, dans les dernières années. Alors, ça paraît paradoxal, mais je viens d'expliquer pourquoi, mais il est quand même très élevé. Ce qui veut dire que même si, comme j'essaie de l'être, on est à peu près équilibré sur les bonnes nouvelles et les moins bonnes nouvelles, le marché, lui, intègre plutôt un optimisme qui s'est accumulé au fil des mois. Et donc, qui pourrait être déçu par quoi? Voilà. Douché par quoi? Tout simplement par le fait que quand vous êtes sur un degré d'optimisme de cette nature-là, eh bien, les prévisions de résultats ont plus de chances d'être vues à la baisse que d'être vues à la hausse. 20% de hausse aux États-Unis, 30% en Europe, cette année de hausse des profits. On se dit que c'est... Voilà, c'est quand même très élevé. Ouais. Alors, sur cette année, ça peut être réalisé, on verra. D'autant que 2020 était catastrophique. On n'en sait rien. C'est aussi par rapport à 2020. Oui, alors l'effet de base. L'effet de base est terrible, mais il n'empêche que la question de se dire est-ce que ça va être plus ou moins, donc ça pourrait être satisfait. Le problème, c'est que naturellement, au fur et à mesure qu'on va avancer en 2021, la question va petit à petit, en glissement, être celle de 2022. C'est-à-dire le début 2022, etc. Oui, donc ça ne justifie pas, si on décale la vraie reprise des bénéfices éventuellement en 2022 et qu'on fait une croix un peu sur 2021, il n'y a pas de raison que les marchés restent au niveau où ils sont aujourd'hui. Oui, il me paraît, il est clair qu'ils sont chers, il est clair qu'ils, comme j'ai dit, ils ont monté en optimisme de manière considérable. Quand vous regardez les allocations d'actifs, la perception du risque par les investisseurs, les marchés, même les particuliers, qui étaient complètement absents il y a un an et qui sont devenus très importants, en tout cas surtout aux États-Unis. Donc les marchés sont chers, mais... Non, c'est pas sont chers, mais sont très optimistes. Sont très optimistes. Et encore une fois, j'ai expliqué qu'il y a des raisons d'être optimiste, mais quand vous êtes optimiste à ce point-là, et que vous regardez simplement en termes de probabilité, la probabilité d'être déçu est plus élevée quand vous êtes très optimiste que quand vous êtes pessimiste. Je crois me souvenir qu'on s'était vu au mois de mars-avril l'année dernière. Oui, mémoire. Oui, vous me faites le bonheur de m'inviter chaque mois. Donc je me souviens de ce moment où effectivement l'environnement était extrêmement noir, mais la perception très négative, techniquement, était une bonne chose. C'est-à-dire qu'il y avait véritablement un positionnement des marchés qui était extrêmement négatif, qui se justifiait. Il n'empêche qu'il était très pessimiste. Quand vous avez un positionnement de marché de cette nature-là, par définition, statistiquement, vous avez davantage de probabilité de bonnes nouvelles que de mauvaises. Aujourd'hui, on est dans une situation inverse. Donc ce que j'essaie de dire simplement, c'est qu'il ne faut pas noircir le tableau à l'excès. Je pense qu'il y a parfois un petit peu de sensationnalisme, effectivement, à vouloir voir la mauvaise nouvelle du confinement qui va nous être annoncée la semaine prochaine. Il y a une perspective à long terme qui est bien plus heureuse que ça. Il n'empêche que les marchés, eux, peut-être à juste raison, se sont projetés sur 6 mois, 9 mois, de manière très optimiste. À partir de là, comparé à la perception du mois de mars dernier, à partir de là, je pense que la probabilité de déception est plus élevée que la probabilité de bonne nouvelle. Vous me parlez de mars dernier, on pourrait revivre ce coup de tabac, peut-être pas aussi violent, mais avoir une réplique sismique du mois de mars dernier en termes de baisse des marchés. Et qu'est-ce qui pourrait pousser... On n'est pas dans ce scénario-là parce que les banques centrales sont là, parce que tout ce que vous avez dit. Mais qu'est-ce qui pourrait... Est-ce qu'on l'exclut? On n'exclut jamais rien par principe, mais et qu'est-ce qui pourrait le provoquer? Si on doit faire un peu de preuve vous imaginez bien, si vous m'aviez posé la question il y a un an, j'aurais été complètement incapable de vous répondre, parce qu'il y a eu ce choc externe. Peut-être que quelques personnes à Pékin, au mois de janvier l'année dernière, eux, avaient une bonne visibilité là-dessus. Nous, on ne l'avait pas, donc j'étais incapable de vous le dire. Aujourd'hui, j'en suis pas davantage capable. C'est-à-dire que ce qui provoque ce type de choc, c'est par définition quelque chose qui n'est pas prévu. Sinon, non, mais je ne sais pas, une erreur de politique monétaire. Oui, mais ça vous fait pas 30% qui marche de pas baisse. bien. Ça vous fait pas 30% de baisse. Donc, on peut parfaitement avoir
à un moment donné un mouvement spéculatif qui se dénoue. Vous n'avez pas 30% de baisse pour autant. Il faut faire attention tout de même de ne pas considérer que l'exceptionnel devient la règle. On est dans quelque chose aujourd'hui qui est une sorte de sortie de crise laborieuse, pénible, avec des outils qu'on découvre au fil du temps. Imaginez ces vaccins-là, ils n'avaient jamais été utilisés techniquement. Ceux qui utilisent l'ARN messager. Donc on est vraiment dans l'inconnu au sens très large. Donc admettons que c'est une situation très très particulière dont on va essayer de sortir. Il n'est pas du tout exclu, j'en ai pas la moindre idée, que ce problème de pandémie, en tout cas de virus, devienne endémique. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des variants... endémique. Oui, mais bon, bah voilà. Une pandémique. La pandémie devient endémique, mais c'est tout à fait concevable. Hein. Et à la rapidité à laquelle des nouveaux variants arrivent, visiblement... Mais ça change l'équation, là aussi, quand même. Oui, ça change l'équation. Alors, si on rentre un petit peu plus loin dans le raisonnement et qu'on se dit, voilà, vous êtes investisseur, quel type de portefeuille convient à ce type d'incertitude, j'ai tendance à me dire tout de même que si le risque principal est un risque de déception par rapport à des attentes très élevées aujourd'hui, qui seront peut-être satisfaites, mais il n'empêche que le risque de déception est plus important que le risque de bonnes nouvelles. Alors, le type de portefeuille qu'il faut avoir en main, ce n'est pas un portefeuille qui a besoin que toutes les hypothèses soient vérifiées, que la croissance repart, que les vaccins soient bien distribués, etc. Plutôt en portefeuille des titres pour lesquels vous n'avez pas besoin de ces hypothèses, c'est-à-dire qui ont leur logique propre, indépendante de ce genre de choses. Devinez sur quoi on revient. Ben oui. Et oui, en tout cas, vous êtes en train de me dire que là où il y a une bulle manifeste sur les actions américaines de la tech, il faut encore y retourner, en mettre plus. Vous considérez que toutes les entreprises qui utilisent la technologie comme moyen d'aller offrir un service Nasdaq à a un leurs clients PER de quoi? De 35. Oui, non, mais vous voulez prendre Tesla, dont la capitalisation boursière est la même que du marché indien dans son ensemble. Voilà. Sauf que je ne suis pas en train de vous recommander Tesla. Je suis en train de vous dire qu'il y a des modèles économiques qui n'ont pas besoin d'hypothèses sur le vaccin, la croissance, les politiques monétaires, pour avoir une croissance de résultats régulière sur les prochaines années. Bah, je ne vais pas faire des recommandations de titres, parce que je me retrouverai... Ou des exemples, en tout cas. Non, ce soit une recommandation. Non, mais un exemple sera une recommandation implicite. Non, mais c'est très facile, il y en a plein. Ils ne sont pas tous aux États-Unis, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup aux États-Unis. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup en Europe, malheureusement. Il y en a énormément dans le monde émergent. En réalité, surtout en Chine, véritablement. Mais en tout cas, tech ne doit pas devenir un gros mot associé à bulle. Ça devient simplement le moyen, les vaccins qui vont être la solution du problème de société, etc., c'est de la technologie. C'est la technologie, l'environnement, toutes les problématiques du climat. Qu'est-ce qui va les résoudre? C'est de la technologie. Donc sur cette thématique-là, je pense que dans un portefeuille, le meilleur moyen de ne pas être obligé de faire des paris macroéconomiques ou sur le vaccin en 2021, c'est d'être sur des thématiques qui sont complètement distinctes de ce phénomène. On finit là-dessus juste à ceux qui pensent que l'hypervolatilité des marchés est derrière nous, notamment ce qu'on a vécu en 2020. Vous en pensez quoi? Parce que c'est vrai que ça s'est largement calmé. On a eu des séances comme de dingue en 2020. C'est pareil. Oui, encore une fois, 2020 a effectivement été une année complètement exceptionnelle. Je ne pense pas qu'il faut considérer que c'est la nouvelle norme. Maintenant qu'il y a de nouveau des forts mouvements de volatilité, c'est concevable pour deux raisons, je dirais, au moins, outre les problèmes de valorisation que vous citiez. Une raison qui est qu'il y a eu quand même, à partir de l'été 2020, une part bien plus importante des achats qui ont été faits par les particuliers aux États-Unis. Et donc ça, c'est un mouvement qui pourrait repartir dans l'autre sens à tout moment. Ce ne sont pas forcément des gens qui ont vocation à être des investisseurs de long terme. Et puis la deuxième chose, c'est que les banques centrales n'ont pas pour mission principale d'empêcher la volatilité des marchés. Même si, de par leur politique monétaire, elles y contribuent. Oui, voilà. Mais si vous avez de la volatilité liée à autre chose, leur métier, c'est pas de réduire la volatilité. 2020, encore une fois, année tout à fait exceptionnelle. On n'était pas dans la volatilité, là. On était véritablement dans une rupture majeure. Et donc là, les banques centrales étaient tout à fait justifiées. Si vous me parlez de volatilité de -5, voire même -10%,
les banques centrales n'ont pas l'obligation de sauver ceux qui parient sur une volatilité faible. Donc oui, la volatilité est tout à fait Et donc, capable de revenir. Donc malgré des marchés qui restent chers, il reste des opportunités pour Oui, les investisseurs. Oui, enfin des opportunités, en tout cas des modes de portefeuille qui vous permettent de ne pas vous dire simplement « mon Dieu, il y a une bulle, tout va s'écrouler tout de suite ». Je pense qu'il faut être prudent, et la façon d'être prudent, ce n'est pas d'être pessimiste tous azimuts, mais de se dire simplement regardez ce que vous avez en portefeuille, voyez si vous avez des vraies convictions qui ne reposent pas sur des hypothèses fragiles, et à cette condition-là, oui, vous pouvez encore être investi. Bon voilà, merci en tout cas. Explication de point de vue signé Didier Saint-Georges, membre du comité d'investissement chez Carmignac Gestion. Merci. Merci à vous.